Bonjour à tous et toutes qui nous suivez en streaming. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce quatrième numéro des Entretiens de Sedaine. Donc, je suis entourée de Dominique Chargé, président de la coopération agricole, Marc Brédy, président de la coopération agricole en Hauts-de-France. Et nous avons également demandé à une jeune viticultrice qui s'appelle Bénédicte Bonnet de nous poser une question vidéo, qui posera une question vidéo à notre invité que nous découvrirons tout à l'heure. Nous prendrons également quelques questions de nos spectateurs et vous qui nous regardez, surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le chat que vous avez à votre disposition. Ces entretiens de Sedaine s'inscrivent dans la continuité des entretiens que nous avons réalisés dans le cadre de notre stratégie d'ouverture avec les rencontres de la jeunesse. Ils ont pour vocation d'explorer avec différents invités venus d'horizons très divers des sujets très différents qui auront un impact sur nos activités, qui ont un impact sur nos activités et qui interrogent notre modèle et nos pratiques. En 2021, la coopération agricole a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre une priorité dans la feuille de route stratégique Vision 2030. Depuis, toutes les équipes sont mobilisées en région et dans nos métiers pour accompagner la mise en œuvre de la décarbonation dans les coopératives. Après 3 ans de recul, nous avons identifié donc des freins et des leviers et c'est donc un grand plaisir et avec un grand plaisir que nous accueillons pour cette dernière saison des entretiens de Sedaine Valérie Masson-Delmotte, spécialiste du climat, dont les travaux sont mondialement reconnus, membre du GIEC et du Haut Conseil pour le climat. Bonsoir madame, Bonsoir. merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces sujets climat et carbone. Peut-être 2 questions, un peu préalables à cette séance. Quelles sont les principales menaces du changement climatique pour l'agriculture et l'industrie avec votre regard de scientifique? Et après 3 ans de recul, on mesure chaque jour l'ampleur des changements à opérer. Le récent rapport annuel du Haut Conseil pour le climat auquel vous avez contribué indique que la France est sur une bonne trajectoire climatique en 2023 avec une baisse de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle selon vous? Merci. Et donc, la première chose que je voulais partager, c'est l'état du climat finalement. Et donc, avec un ensemble de scientifiques dans le monde entier, on a réactualisé au mois de juin l'état du climat au niveau planétaire et de l'influence humaine sur celui-ci. Donc, en fait, on est sur un climat qui continue à changer et à changer vite. Sur les derniers 10 ans, on en est au niveau planétaire à 1,2 degré de réchauffement par rapport à la fin du 19e siècle. C'est intégralement dû aux activités humaines. C'est piloté par notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et le rythme du réchauffement sur les derniers 10 ans au niveau planétaire n'a jamais été aussi élevé. 0,26 degrés de plus en 10 ans. 4 cinquièmes du fait des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1 cinquième parce qu'on a réduit les émissions de particules de pollution à base de soufre et on a perdu leur effet parasol, leur effet de masque. Et l'année 2023 dans le monde a été la plus chaude, notamment parce qu'on avait dans les tropiques un événement El Niño qui s'est, avec des vagues de chaleur dans l'Atlantique Nord, qui s'est superposé aux tendances dues à l'influence humaine, en jouant dans le même sens, et c'est là qu'on atteint des nouveaux records. Et ce qui est frappant, c'est que en ce qui concerne les émissions mondiales de gaz à effet de serre, pour la partie fossile, donc CO2 fossile, les estimations pour 2023, elles sont assez proches des estimations pour 2019. Donc on n'est plus sur une hausse forte. On a encore une hausse pour d'autres gaz à effet de serre, mais là on est plutôt sur une stagnation. Ça baisse dans une vingtaine de pays, ça baisse en Europe, ça baisse aux États-Unis. C'est probablement assez proche du pic en Chine, mais c'est pas encore une baisse nette. On espère pouvoir le discerner. Et si ça baisse, on espère pouvoir discerner en fait une limitation du rythme du réchauffement sur les prochaines décennies. Alors, le réchauffement, il est plus marqué en France que la moyenne planétaire. En Europe, ça se réchauffe 2 fois plus vite. Et donc, pour chaque incrément, chaque dixième de degré de réchauffement en plus au niveau planétaire, eh bien, en France comme ailleurs, ça augmente la fréquence, l'intensité des vagues de chaleur, qui se produisent aussi à des nouveaux moments de l'année, plutôt au printemps, plus tard en automne, comme on a vu en 2023. Donc là, les effets, c'est le stress thermique pour les cultures, pour les plantes, pour les animaux d'élevage.
On a également, donc, dans certaines régions, des conditions plus chaudes qui, lorsqu'il y a un manque de pluie, augmentent en fait les sécheresses agricoles. On l'a vu en 2022 sur la métropole, on l'a vu du côté des Pyrénées-Orientales encore en 2023 ou à Mayotte. Donc là, bien sûr, ça affecte les activités d'élevage, les rendements des cultures. Et puis, dans un climat plus chaud, l'atmosphère, elle peut transporter 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Et donc, on a une intensification des pluies extrêmes. Plus le climat se réchauffe, plus on va avoir la fréquence et l'intensité des pluies extrêmes qui augmentent. Et ça entraîne par les inondations, hein, donc pluies extrêmes, ruissellement, ça entraîne les plus grandes pertes pour les exploitations agricoles. On a aussi un démarrage plus précoce de la végétation avec des printemps plus doux. Et ça l'expose davantage au gel tardif, notamment pour les cultures fruitières ou la viticulture. Et puis, on a un déplacement des aires agroclimatiques. Les aires de température, de pluviométrie typiques de différents types de végétaux se déplacent en Europe d'à peu près 100 km tous les 10 ans. Donc là, en fait, c'est un effet graduel, ce n'est pas les événements extrêmes, chroniques, qui va continuer à affecter finalement les zones propices à différents types de cultures. Pour le littoral, le niveau de la mer monte. Il a monté de 20 cm depuis 1900. Le rythme a accéléré, on en est à plus de 4 mm par an au niveau mondial. C'est une conséquence du réchauffement de l'océan qui gonfle, de la fonte des glaciers, du Groenland, de l'Antarctique. Et ça entraîne de l'arrivée d'eau salée dans les estuaires sur le littoral. Ça augmente l'érosion du littoral et ça augmente les inondations chroniques à marée haute, par exemple en Guyane, où ça freine l'écoulement en cas d'inondation, par exemple dans le Pas-de-Calais. Ça augmente en fait finalement la gravité des inondations. Puis enfin, il y a aussi des effets indirects. Et les effets indirects, c'est par exemple les aires propices à des vecteurs de maladies. Par exemple, le moucheron qui transmet la fièvre épizootique hémorragique, le fait qu'il s'installe en Occitanie, c'est une conséquence directe des hivers plus doux. Et ça, on le voit aussi sur un ensemble de pathogènes ou de ravageurs, bien sûr. Donc on voit que l'activité agricole, alimentaire, elle est en première ligne, directe sur les chocs pour les rendements, et puis indirecte par l'effet qui peut porter sur le prix de l'alimentation. Dans certains contextes, ça peut rendre plus difficile l'accès à une alimentation bon marché. Les exemples récents, c'est le prix de l'huile d'olive, avec les conditions plus chaudes et plus sèches autour de la Méditerranée, très nettement. Et puis l'autre chose que vous soulignez, c'est une action pour le climat qui avance. Oui, elle avance. Donc on voit des actions d'adaptation qui sont mises en œuvre pour se préparer si les événements reviennent, mais pas encore suffisamment transformatrices pour anticiper les conséquences d'un climat qui va continuer à changer et faire en sorte que nos activités, nos infrastructures soient résilientes, pas seulement par rapport à ce qu'on a déjà connu, mais par rapport à des événements inédits, à des moments différents, des combinaisons d'événements. Et il y a bien sûr un point de vigilance très important sur la sécurité alimentaire dans le monde, dans un climat qui se réchauffe. Et à côté de ça, donc les émissions de gaz à effet de serre en Europe baissent. Elles baissent en France depuis les années 90. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le rythme de baisse a été particulièrement élevé en 2023. Entre 2022 et 2023, 5,8% de baisse, tout gaz à effet de serre confondu. Il y a une partie qui est conjoncturelle. Donc, les aspects conjoncturels, c'est plus de production d'hydroélectricité, plus de production nucléaire suite à la maintenance des centrales. On n'a pas pu calculer tous les effets conjoncturels, mais on sait que, par exemple, la baisse du nombre de têtes de bétail, c'est lié aussi à la crise économique pour les éleveurs. C'est un facteur conjoncturel, ce n'est pas une politique de décarbonation juste construite dans la durée. On n'a pas pu évaluer l'effet complet, par exemple, du coût de l'énergie ou bien du coût des engrais azotés sur ce qui a été mis en œuvre. Donc ça peut être du conjoncturel, ça peut être du structurel. Mais même quand on tient compte de ces facteurs, le rythme de baisse a été plus élevé qu'avant. Et maintenant, on est plutôt en bonne trajectoire pour tenir les objectifs français et européens à horizon 2030. En fait, à partir de la situation actuelle, de ce rythme-là de baisse, on est à un facteur 30%, 1,3, tout gaz à effet de serre, pour tenir les engagements 2030 et aller vers la neutralité carbone. Donc c'est encourageant. Et si on regarde la production agricole elle-même, donc il y a eu une baisse de l'ordre de 2,9% de ces émissions de gaz à effet de serre 2022-2023. Ça tient les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.
Par contre, ça baisse moins que dans d'autres pays européens et ça baisse moins que les autres secteurs. Du coup, le poids de la production agricole, proportionnellement, est un peu plus important. Mhm. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement la production agricole, mais c'est l'ensemble du système alimentaire qui compte. Et donc en France, le système alimentaire, c'est à peu près 22% de notre empreinte carbone. Pour chaque Français, notre empreinte carbone, c'est autour de 9 tonnes de gaz à effet de serre par personne et par an. L'ensemble du système alimentaire, c'est à peu près 22%. Et ce que l'on voit, c'est que ce qui a fait baisser l'empreinte alimentaire, eh bien, c'est les actions en France pour décarboner finalement la production agricole. Mais c'est contrebalancé par une hausse des importations d'autres régions du monde, des importations avec une empreinte carbone importante. Et donc on voit que l'enjeu, c'est de prendre l'ensemble du système alimentaire et pas uniquement la production agricole territoriale pour pouvoir contribuer à la décarbonation ici et ailleurs. Voilà, donc c'était quelques-uns des éléments. Et les deux messages principaux du rapport du Haut Conseil pour le climat, pour l'ensemble de l'évaluation 2024, c'est garder le cap de la décarbonation. Décarboner, c'est aussi être moins vulnérable par rapport aux chocs sur les intrants, aux chocs sur le coût de l'énergie. C'est aussi protéger en limitant l'ampleur des risques climatiques à venir. Et puis protéger les ménages, protéger les entreprises, protéger les exploitations agricoles en renforçant en fait la gestion de risques, la mutualisation de risques et l'adaptation au changement climatique. Donc peut-être plutôt bonne, enfin moi je retiens bonne nouvelle parce que on est bien parti. Il faut continuer. Peut-être Dominique. Vous avez dit tout à l'heure que nous n'étions pas encore dans une démarche d'adaptation suffisamment transformatrice. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par démarche transformatrice? Et puis après, peut-être identifier quelles sont pour nous les actions prioritaires qui, à vos yeux, devraient être mises en œuvre de manière sans doute un peu plus accélérée. Et je comprends aussi dans ce que vous venez de dire à la fin de votre propos que la question de la baisse de la production, si elle conduit à des importations, n'est pas la solution. Elle revient, comme on le sait, à délocaliser notre production, notre émission de carbone. Et donc, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que les transformations dans lesquelles nous devons nous embarquer sont des transformations qui doivent maintenir, préserver notre capacité de production et donc ne pas être synonyme de baisse de production, de déproduction ou même de désintensification, encore qu'il faudrait s'entendre sur le terme? Alors on peut dire que les enjeux en termes d'empreinte carbone, c'est finalement valoriser les pratiques alimentaires, valoriser les pratiques de transformation, de distribution et de production qui permettent de réduire l'empreinte carbone. On voit bien que c'est un enjeu. Et par rapport aux enjeux d'adaptation, donc j'utilisais le terme transformatrice. Oui. Pourquoi? Parce que souvent on est touché par un événement extrême, on en tire un retour d'expérience. Et si le même événement se reproduit, on a mis en place des changements de pratiques qui permettent de mieux faire face si le même événement se produit. Mais avec un climat qui change, avec les aires climatiques qui se déplacent, on est en fait devant un enjeu de transformation par anticipation, c'est-à-dire pas simplement après avoir été touché, mais en anticipant les caractéristiques climatiques à venir. Et donc, dans mon domaine, en sciences du climat, nous, on produit une analyse des observations, la compréhension des processus, on modélise les évolutions futures, globales, régionales, pas toujours à l'échelle d'une exploitation. Et donc, il y a un enjeu de construire des services climatiques avec les acteurs, avec en réponse à leurs connaissances et à leurs besoins d'information, pour que sur les projections d'évolution future, on en tire une information qui soit réellement utile pour les exploitants, pour les transformateurs, pour les distributeurs. Et ça, c'est un enjeu important de construire des connaissances qui permettent justement d'en tenir compte dans les pratiques, dans la sélection des semences, dans la conduite des troupeaux, dans la gestion des sols, de sorte à être plus résilient, pas uniquement pour le climat d'aujourd'hui, mais pour les caractéristiques à venir sur les années et les décennies à venir. Alors, bien sûr, sur des infrastructures de longue durée de vie, c'est critique, leur positionnement en zone inondable ou pas. Il y a un retour d'expérience très intéressant des Pays-Bas, par exemple, qui, très exposés au risque d'inondation, surélèvent en fait les infrastructures
infrastructures critiques des exploitations agricoles en zone inondable et qui mettent aussi en place des systèmes pour parfois accepter d'inonder des champs pour protéger des villes ou des industries en rémunérant les agriculteurs qui acceptent de aider à gérer le risque d'inondation dans d'autres endroits. Donc ça, c'est ce que j'appelle adaptation transformatrice. Donc c'est vraiment des pratiques différentes. Et on voit que sur l'adaptation par rapport au changement climatique, il y a deux grands types de pratiques au niveau des exploitants. Il y a des pratiques, on va dire, d'agriculture climato-intelligente, donc qui vont chercher des services climatiques, de l'alerte précoce, de l'optimisation de l'agriculture de précision. Et puis aussi, on a un ensemble de pratiques qui relèvent de l'agroécologie, donc qui visent en fait à diversifier les cultures, les assolements, la couverture des sols, travailler sur la qualité des sols pour mieux déstocker l'eau au moment nécessaire, stocker du carbone, toutes les approches d'agroforesterie qui permettent d'ombrer, par exemple, ou de freiner le ruissellement et l'érosion, et puis donc tout ce qui s'appuie sur les services des écosystèmes pour réguler, par exemple, des ravageurs. Donc on voit qu'il y a des pratiques qui peuvent être complémentaires, différentes, mais qui peuvent s'articuler aussi avec des approches de stockage de carbone, de production par exemple d'énergie renouvelable. L'agrivoltaïsme, en nombrant, il peut aussi aider à gérer des conditions plus chaudes pour certaines pratiques. On emploie souvent, nous, le terme transition. Oui. Dans ce que vous dites, est-ce qu'on doit comprendre que finalement, la somme des transitions ou l'enchaînement des transitions est ce qui conduit vers la transformation qui serait l'objectif ultime, la transformation de nos modèles de production. Et dans la façon dont vous l'exprimez, vous pensez que nous pouvons, dans l'adaptation, enfin avec les adaptations qu'il nous faut mettre en œuvre pour parvenir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons avoir l'objectif de nourrir 10 milliards d'individus sur la planète et que ces transformations nous permettront malgré tout de maintenir, les niveaux de production qui nous permettront d'y arriver. Comment est-ce que vous approchez ce sujet-là? Alors effectivement, donc on utilise des termes différents et souvent en fait quand on parle du terme transition, c'est pour aborder les grands systèmes finalement de production, de consommation et faire en sorte qu'ils contribuent à l'atteinte d'une décarbonation et aussi à faire en sorte qu'ils soient résilients dans un climat qui se réchauffe. Donc le terme transition, il est souvent abordé à l'échelle de grands systèmes, le système énergétique, les systèmes urbains, les systèmes industriels, par exemple avec l'économie circulaire, et puis le système alimentaire, qui comprend à la fois la production, mais aussi finalement les pratiques alimentaires, la gestion des pertes, du gaspillage, des déchets dans leur ensemble. Et le terme transformation, je l'utilise moi souvent parce qu'en fait, il va aussi refléter l'évolution des pratiques, l'évolution des styles de vie, donc quelque chose qui a une dimension sociale, culturelle plus importante. Et souvent, ce que je dis, c'est que si on n'anticipe pas, on devra subir des transformations. Si on les construit, en fait, on peut les choisir. À l'échelle d'une coopérative, à l'échelle d'exploitants, il y a vraiment cet enjeu-là d'être maître, en fait, de ce qu'on souhaite porter pour être acteur de la résilience et de la décarbonation. Et ce que l'on peut souligner, c'est que pour le système alimentaire, il y a un enjeu de réduction des émissions à la production. Par exemple, l'optimisation par rapport aux engrais minéraux azotés, l'utilisation de légumineuses, les pratiques qui permettent de réduire les émissions de méthane lors de la conduite des troupeaux, avec des pratiques sur l'alimentation, les élevages mixtes, tout ce qui va valoriser le stockage de carbone dans les sols, la préservation des prairies, les systèmes par exemple polyculture, élevage, le développement des renouvelables, les pratiques de conservation des sols. Et en fait, on voit encore une fois l'intersection avec ce qui permet d'être plus résilient, notamment en travaillant sur la qualité des sols dans un climat qui se réchauffe. Quelle place vous accordez à l'innovation, à la technologie, dans les transformations à conduire et dans la façon dont elles peuvent nous accompagner, rassurer, enfin apporter des nouvelles pratiques, des nouvelles solutions plus exactement. Et puis quels freins vous identifiez politiques en France, en Europe et à l'international pour que ces grandes transformations se mettent en place? Alors si on regarde dans tous les secteurs d'activité, pas seulement le système alimentaire, mais tous les secteurs d'activité, ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, en fait, on a un potentiel technique
pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il y a 3 grands leviers d'action. Il y a un levier d'action qui est l'innovation technologique, les solutions technologiques, les nouvelles techniques qui sont déjà là. Il y a ensuite un deuxième levier d'action qui porte sur la demande, donc l'efficacité, la sobriété. Et puis enfin, il y a un troisième levier d'action qui porte sur les écosystèmes, leurs fonctions et leurs services. Je rappelle que l'océan absorbe un quart des émissions de gaz à effet de serre dans sa réponse naturelle, la végétation, les forêts, 30%. Et donc, on a vraiment tout intérêt à préserver, restaurer, protéger les écosystèmes pour disposer de ce service de stockage de carbone. Et on voit à quel point c'est critique quand on voit que la forêt française, il y a 10 ans, captait 7% de nos émissions de CO2, mais avec des conditions plus chaudes, plus sèches, eh bien, l'accroissement des forêts s'est ralenti. On a une augmentation de la mortalité d'arbres, des dépérissements, et en fait, ce puits de carbone naturel, la réponse des forêts gérées naturelles, a été divisé par 2. Et donc, si on prend le système alimentaire, je reviens à votre question de tout à l'heure, est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards de personnes avec les pratiques actuelles ? Ça dépend des pratiques. Et quand on voit qu'aujourd'hui, le système alimentaire dans le monde, il pèse quasiment pour un tiers des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, si on fait évoluer la demande d'alimentation, qu'on valorise en fait des alimentations nutritives, équilibrées, saines, qui privilégient les circuits courts, les produits locaux de saison, qui privilégient les sources de protéines bas carbone, donc plus de protéines végétales, moins de protéines animales quand on en mange trop, et ça dépend des personnes, ça dépend des contextes, eh bien en fait, oui, je pense qu'il y a une possibilité de nourrir tout le monde, mais pas avec les pratiques qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre, ni à la production, ni à la consommation. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de transformation qui ne va pas simplement porter sur les pratiques de production, mais aussi faire évoluer la demande alimentaire. Pas simple, c'est culturel, c'est des enjeux de rendre accessible une alimentation bas carbone, soutenable, nutritive, y compris pour les personnes qui ont des revenus contraints. Pas simple parce que les transformations elles demandent des investissements, et donc il y a aussi tout l'enjeu du meilleur partage de valeur pour les exploitants qui sont en première ligne, des risques physiques et des risques de transition. Et donc cette dimension de transition juste, elle est particulièrement aiguë pour tous les aspects alimentation. Et ce que les évaluations successives soulignent, que ce soit le GIEC ou le Haut Conseil pour le climat, c'est vraiment l'enjeu de prendre le système alimentaire dans son ensemble, et notamment par rapport aux enjeux de santé. Parce qu'en fait, une alimentation saine, c'est un enjeu critique de santé publique. Vous évoquez justement la transformation. Avant d'être à la transformation, de ce que je comprends des propos que vous venez de tenir, il y a la période de transition, c'est-à-dire on part du modèle existant et puis progressivement, fort des connaissances que nous avons, on fait une évolution. Et dans cette transition, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le moment où on a des choix à faire. Et ces choix-là nécessitent des moyens. À la coopération agricole, en tant qu'élu, j'ai en charge la question de la décarbonation avec d'autres acteurs. Et nous sommes aujourd'hui très sensibilisés sur ces questions de changement du modèle et du passage de l'un à l'autre. La transformation telle que vous venez de l'évoquer, on l'imagine et on se dit, à ce moment-là, on saura trouver cette forme d'équilibre. Nous, ce que nous mesurons aujourd'hui, alors c'est peut-être pas si simple que ça, mais nous, ce que nous mesurons aujourd'hui, c'est passer du monde actuel au monde de demain, on mesure le transfert qui est à faire et surtout, et on a fait ce travail-là à la coopération agricole avec nos coopératives adhérentes, on a mesuré le poids financier que ça nécessite. Et dans certains écrits que vous avez faits, vous avez évoqué le fait que la transition en agriculture n'est pas suffisamment, et vous pouvez comprendre que j'ai été sensible aux propos, mais n'est pas suffisamment accompagné financièrement, et en tout cas pas suffisamment pris en compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites ce constat ? Nous, on l'a mesuré, et surtout, derrière cette transition, on mesure une forme de risque aussi. Le passage, ce n'est pas le choix d'une énergie par rapport à une autre, c'est carrément la transformation de notre outil, qui est le sol, par exemple, qui est par exemple le lien qu'on a avec le végétal et l'animal. Donc, c'est bien sur le cœur même de notre activité qu'il y a une transformation à faire. Et donc, elle nécessite
un accompagnement financier parce que risques se présentent devant l'agriculteur qui ose la transition. Et donc, comment vous voyez cet accompagnement possible? Dans vos propos, vous évoquiez les services climatiques. Peut-être nous évoquer ce que vous entendez derrière et surtout comment on les finance, parce qu'on peut très bien imaginer comment ils sont, mais surtout comment ils sont financés. Oui, c'est l'enjeu critique. Et ce que l'on voit, c'est que l'accent a été mis dans les politiques publiques jusqu'à présent, en France, à l'international, sur le volet énergétique de la transition, parce qu'en fait, ce sont des gros acteurs industriels. Il y a une prise directe des politiques publiques qui peuvent être construites avec les secteurs, et on voit bien que c'est plus facile d'aider à décarboner des gros sites industriels que des approches très décentralisées, parce qu'en fait, c'est ce dont on parle, avec une faible capacité d'investissement, souvent, que ce soit pour les exploitants ou que ce soit pour les acteurs de l'agro-industrie, qui sont souvent aussi des PME, et donc qui n'ont pas les mêmes capacités à être, comment dire, à réussir à débloquer des financements de la part des banques ou des investisseurs. Et quand on regarde dans le monde, c'est très frappant parce que quand on regarde les conditions qui permettraient de décarboner dans tous les secteurs, on voit que dans les pays du Nord, on arrive à peu près à tenir les montants de financement nécessaires pour le volet énergie. Mais même dans les pays les plus riches, c'est difficile pour le volet agricole et encore plus dans les pays du Sud. Donc c'est vraiment là qu'il y a un enjeu majeur d'arriver à trouver un fonctionnement pour rendre accessibles des financements par des politiques publiques, hein, c'est clair. Donc tel que moi je le comprends, donc il y a un enjeu de soutien des collectivités territoriales aux systèmes alimentaires territoriaux, y compris sur les marchés publics, pour la restauration collective par exemple. Il y a un enjeu de soutien à la formation, donc pour pouvoir monter en compétences. Il y a un enjeu également donc, comment dire, valoriser les meilleures pratiques, y compris dans le soutien par la déclinaison française de la politique agricole commune, hein, qui aujourd'hui ne joue pas complètement ce rôle. Il y a également donc l'enjeu du financement de la recherche et du développement, dont on parlait tout à l'heure, hein, et y compris l'expérimentation, le retour d'expérience. On parlait des services climatiques. Les services climatiques, c'est en fait co-construire une information qui soit utile, qui réponde aux besoins en fait, hein, sur le terrain concrètement. Par exemple, par rapport au rythme saisonnier qui va être affecté dans un climat qui se réchauffe, par rapport aux conséquences d'un cycle de l'eau plus intense, plus variable, par rapport même aux éventualités qui peuvent avoir les impacts les plus graves, les combinaisons d'événements, les effets en cascade, qui peuvent vraiment avoir des effets extrêmement graves sur les rendements agricoles. Comment s'y préparer en fait, hein, pour faire en sorte de renforcer la résilience. Souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est que même sur cet aspect-là, d'ailleurs, il y a un enjeu de solidarité, de mutualisation de risques, hein, qui pourrait demander de renforcer la sécurité sociale pour l'élargir à l'adaptation, et je pense notamment aux exploitants agricoles. Quand on regarde les inondations à grande échelle récentes, ce qu'on voit, c'est que les systèmes actuels de mutualisation de risques suffisent pas. En fait, il y a des franchises, il y a des restes à charge, il y a des dommages. Et du coup, ça sape en fait, hein, les exploitations, même parfois leur reprise par la suite. Et donc, on est vraiment sur des enjeux aussi de systèmes d'organisation sociale qui puissent permettre de renforcer ces filets de protection. Alors, pour bien comprendre, vous prônez une forme d'accompagnement au-delà du prix d'un produit, au-delà Oui. de l'acte d'achat. Néanmoins, le consommateur, dans son acte d'achat, doit contribuer à une part en fait de la décarbonation. Mais pour vous, il y a un service environnemental qui doit être financé par la société. Alors, valoriser les meilleures pratiques, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment, soit via les impôts et le soutien à la politique agricole, soit via le prix d'achat, comment faire en sorte de valoriser les meilleures pratiques, et notamment les pratiques qui permettent de stocker du carbone. On voit bien que c'est un enjeu clé pour l'ensemble des secteurs d'activité. Alors c'est un vœu pieux que je comprends tout à fait et que j'arrive à mesurer dans ce que nous avons besoin, mais dans l'époque dans laquelle nous sommes, pour ne pas dire l'époque troublée, est-ce qu'il y a encore un espace qui existe dans lequel on va pouvoir augmenter des taxes ou des impositions pour financer, parce qu'en fait c'est bien de ça qu'il s'agit. Ou le prix de vente.
le auprès prix du de vente consommateur. également. Mais de la Ouais. même manière, Mm. l'inflation qu'on a connue ces 2 dernières années nous ont prouvé la limite en fait que peut avoir un marché pour et donc un consommateur pour financer quelque chose qui lui semble louable, mais que la société dans son ensemble n'arrive pas à considérer comme prioritaire par rapport à son besoin personnel. Oui, oui, on voit bien que c'est des enjeux de transition juste, où aujourd'hui le travail qui a été fait sur le partage de valeur, les lois Egalim, etc., sont toujours en défaveur des producteurs, et en même temps on a une augmentation de la précarité alimentaire qui fait que les ménages aux revenus très contraints n'arrivent pas en fait à accéder à une alimentation avec notamment des produits locaux, des produits de saison, y compris les fruits et légumes, hein. C'est vraiment très frappant. Et donc les recommandations qui sont faites par les spécialistes de ces approches de transition juste, c'est de mieux travailler sur le partage de valeur, mieux mobiliser toute l'industrie de la transformation et les distributeurs. C'est un point qui est extrêmement important sur le partage de la valeur pour les producteurs. Et d'autre part, c'est aussi avoir des systèmes d'aide sociale qui permettent de rendre accessible cette alimentation de qualité. Ça a été testé. Ça veut dire que vous Ça a été testé pensez, dans certains contextes, des chèques alimentation. voilà, vous pensez Voilà. vraiment que la précarité, puisqu'il s'agit de Oui, précarité, c'est-à-dire la façon dont on peut donner un meilleur accès ou accompagner un meilleur accès à l'alimentation pour les plus démunis, doit se faire par un accompagnement public quelque part et ne pas être porté par la chaîne alimentaire. Parce qu'on est un peu exactement. aujourd'hui dans cette... C'est comment on élargit, par exemple, les politiques sociales en les le chèque intégrant avec alimentaire des vous paraît une politiques de bonne... santé Ouais. et pour justement valoriser les meilleures pratiques d'alimentation et de production alimentaire. Vous diriez que le chèque alimentaire peut être une solution à l'accompagnement de cette précarité sans mettre à mal la chaîne alimentaire quelque part, parce que c'est un peu Au ça le sujet contraire, aujourd'hui. ça peut justement Ouais, permettre sur d'accord, des circuits courts de valoriser les pratiques les plus durables d'accord. en redonnant aux consommateurs le lien avec les producteurs. Parce qu'il y a aussi ce côté qui est cassé, et qui est cassé notamment par des formes de dumping, en fait, de produits importés dont la valeur nutritionnelle n'est pas forcément la meilleure, et du coup qui viennent aussi saper la capacité à valoriser dans l'acte d'achat les meilleures pratiques. Et là, il y a eu des expérimentations dans certaines collectivités, dans certains territoires qui sont intéressants. Vous avez fait allusion à l'instant au partage de la valeur sur la chaîne alimentaire en mettant les trois acteurs à contribution, la production, la transformation et la distribution. Comme acteurs coopératifs, nous sommes acteurs de la production Oui, et de la transformation. oui, Et je peux vous témoigner que nos marges de manœuvre, que ce soit à la production ou à la transformation, elles sont extrêmement faibles au regard de ce que sont les enjeux du financement de la décarbonation et des transitions. Donc, je ne veux pas rejeter la pierre sur le troisième acteur qui est la distribution, parce que mon objectif n'est pas de oui, rentrer. oui. Mais aujourd'hui, sans un accompagnement massif Mm. de la puissance publique ou d'un financement externe enfin, extérieur qui sera créé, nous sommes incapables de répondre aux enjeux de financement et incapables d'en trouver la valeur ou de prendre sur nos marges ou d'avoir le moindre centime de retour sur investissement au regard de ces enjeux. Nous avons deux sujets majeurs, celui de la décarbonation qu'a abordé Marc, mais celui aussi de l'accompagnement des transitions, décarbonation donc dans nos Oui, entreprises oui, agroalimentaires, bien sûr. celui de la décarbonation mais de l'accompagnement surtout des transitions dans les exploitations. Comment vous percevez ce sujet? Tout à l'heure, vous avez parlé de la protection des écosystèmes. On est très sensible à ce Mm. sujet-là, parce qu'effectivement, nous allons devoir passer d'un modèle de pratique agricole qui pouvait régler 80% des situations à l'identique sur un territoire, à une solution ou une combinaison de solutions Propre à chaque terroir, presque. à chaque écosystème et à chaque exploitation Mm. pratiquement. Ça va demander énormément D'accompagnement. de moyens, Oui. d'expérimentation et aussi d'accompagnement humain, de formation et Oui. d'accompagnement humain pour le déploiement. Comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous pensez qu'on puisse mettre en œuvre ces transformations et cet accompagnement? En fait, là où on voit des avancées récentes sur les politiques agricoles, c'est essentiellement à l'angle diagnostic, formation. Donc là, il y a vraiment cet enjeu de réussir à amplifier cet aspect-là pour l'accompagnement. Je me posais aussi une question en vous écoutant. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'économie et de la finance. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on est sur des enjeux parfois de souveraineté ou stratégiques, il y a des systèmes en fait qui arrivent avec des sortes de garanties d'État par rapport à des emprunts. Et ensuite, une capacité de remboursement qui est dégagée
sur des dépenses évitées lorsque les transformations ont été mises en œuvre. Et je me posais la question sur l'agro-industrie, en fait, la partie transformation. Il peut y avoir un potentiel d'investissement qui ensuite permettent de fortement baisser les coûts de fonctionnement. J'ai vu des retours d'expérience dans certains pays, notamment sur des systèmes de pompe à chaleur extrêmement performants, sur des besoins de chaud, de froid, en fait, qui permettent de fortement réduire les besoins d'énergie. Il y a des retours d'expérience dans les pays plus ensoleillés sur le photovoltaïque et ce que ça permet d'apporter comme baisse de coûts, ou même du solaire eau chaude, en fait, qui sont intéressants. Mais encore une fois, ça demande un investissement et ensuite, il y a un retour sur les dépenses de fonctionnement. Donc, quel est le modèle économique qui peut permettre de garantir des prêts, par exemple, par rapport aux dépenses évitées sur le fonctionnement, le cycle de vie? Dans ce que vous dites, auquel on est très sensible et qu'on a effectivement dans le viseur, il y a deux leviers majeurs constitutifs de nos coûts et sur lesquels j'aimerais vous entendre. C'est d'abord celui de le coût de l'électricité, de l'énergie d'une manière générale, mais de l'électricité décarbonée. Donc les moyens, les différents moyens, les différentes productions d'énergie décarbonée, leurs coûts. Et puis, il y a un enjeu, peut-être le garder pour après, mais il y a un enjeu autour de l'eau. La question de l'eau, vous avez tout à l'heure parlé de pluies plus intenses avec des fréquences, ce que nous constatons dans un épisode extrêmement récent, et Marc, lui, sur son territoire, l'a vu en début d'année avec des inondations dans le Pas-de-Calais. Mais d'abord, peut-être l'électricité, après on parlera de l'eau. L'énergie d'une manière générale. Alors, dans l'évaluation du Haut Conseil pour le climat, ce qu'on souligne, c'est que la France, elle a déjà réussi à construire un mix électrique décarboné, hydraulique, nucléaire, essentiellement. Puis là, il y a un début de montée en puissance des autres renouvelables. Et l'enjeu, c'est qu'en fait, il y a besoin donc d'investissements pour des nouvelles capacités nucléaires du fait du vieillissement du parc. Donc ça renchérit bien sûr le coût de l'électricité. Et dans la phase de transition, ce qui est essentiel, c'est une montée en puissance rapide des énergies de production d'électricité renouvelables pour pouvoir assurer un approvisionnement à un prix maîtrisable. Et quand on regarde au niveau mondial, la grosse évolution au niveau mondial, qui est soulignée par l'Agence internationale à l'énergie, c'est la baisse des coûts et l'augmentation des capacités photovoltaïques. C'est vraiment la chose qui est spectaculaire. Et cette année, comme l'année dernière, les investissements sur les capacités photovoltaïques dans le monde dépassent tout le reste. Donc là, je pense qu'il y a un potentiel, et un potentiel y compris sur les toitures, et y compris sur une partie d'agrivoltaïsme bien pensé dans l'intérêt des pratiques agricoles, qui est intéressant. Le retour d'expérience montre que les coûts initiaux sont plus élevés et qu'ensuite ça baisse au fur et à mesure du déploiement en fait opérationnel. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est important et un enjeu aussi de diversification des sources de revenus ou de maîtrise des dépenses en fait d'approvisionnement en électricité quand on est soi-même producteur. Donc ça, pour moi, c'est la chose qui est la plus frappante. Et après, vous avez posé la question de l'eau. Donc moi, j'y avais travaillé notamment avec l'Académie des technologies. On a sorti une évaluation de l'année dernière sur les nouvelles technologies pour l'eau dans un contexte de sécheresse. Et donc, ce à quoi on s'attend, c'est à une raréfaction de la ressource en eau renouvelable dans un climat qui se réchauffe, plus prononcé dans les régions méditerranéennes, mais qui concerne tout le territoire français. Ça ne veut pas dire que chaque année sera plus sèche que la précédente, mais ça veut dire que lorsqu'on aura des conditions météo propices à des sécheresses, il faut se préparer à ce que ce soit plus intense ou sur des superficies plus larges. Et donc ça demande une approche vraiment prudente. Moi, je le vois comme quelque part une contrainte croissante dans un climat qui se réchauffe. À mesure du réchauffement, anticiper notamment en été des ressources qui vont être contraintes. Donc pour l'eau, pluviométrie, mais aussi moins d'enneigement, moins de glaciers. Donc c'est un approvisionnement dans certains contextes qui se réduit en été. Et puis le deuxième volet, c'est aussi les ressources en biomasse contraintes. Ça, c'est un deuxième enjeu. On voit bien sur la production des forêts, on voit bien les chocs sur les rendements agricoles. Et donc, comment on anticipe? Parce que ce qui se produit également, c'est beaucoup d'aspiration à l'utilisation de la biomasse. On veut de la biomasse pour nourrir les animaux, pour nourrir les humains, mais on veut aussi de la biomasse pour l'énergie. Et puis, on veut aussi de la biomasse pour stocker du carbone. Oui. Et ça, c'est un point de vigilance. Pour l'éco-construction aussi. Exactement. Et du coup, quand on regarde la stratégie française bas carbone à horizon 2030,
elle est compliquée à boucler sur la partie biomasse. Et ça, c'est un enjeu, je pense, de vigilance par rapport à la production alimentaire versus le reste. Voilà. Et dans le monde, les pressions qui portent sur l'utilisation des terres pour de la forestation, pour des cultures de biomasse pour l'énergie, elles peuvent venir en fait heurter les droits fonciers locaux et la sécurité alimentaire, si elles viennent en concurrence de la production alimentaire elle-même. Donc vous voyez qu'en fait on va opérer dans un contexte qui va être délicat, avec à chaque fois, il n'y a pas une seule solution, il y a vraiment comment on pense les transformations d'ensemble pour qu'on préserve ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, bien sûr, c'est l'alimentation, la sécurité alimentaire. C'est aussi la sécurité d'approvisionnement en eau pour tous les usages. Donc bien sûr, l'irrigation, premier usage en été, mais aussi le refroidissement industriel, l'approvisionnement des villes et la protection des écosystèmes aquatiques. Et ça va être de plus en plus délicat. Donc une adaptation transformatrice, c'est pas simplement essayer de garder les mêmes pratiques, les mêmes cultures d'aujourd'hui en essayant de trouver des ressources diversifiées pour l'eau, utiliser des eaux usées, stocker de l'eau à différents moments de l'année et tout le reste. C'est aussi se dire à un moment donné quelles sont les meilleures cultures pour un territoire donné qui seront viables avec ces contraintes sur la ressource en eau. Et c'est pas du tout évident, cette approche-là. On est bien conscient, effectivement, de l'évolution au-delà des pratiques, de l'évolution aussi dans le choix des espèces, dans le choix des variétés, de l'amélioration génétique, des techniques, l'amélioration génétique, enfin ce que la génétique peut nous apporter en termes d'amélioration à la résistance à la sécheresse ou des choses comme ça. En revanche, moi, je pense, ce qui nous intéresse aussi, c'est de vous entendre. On a une controverse en France sur le stockage de l'eau. Vous l'avez dit, et on le constate tous, on a aujourd'hui un aléa sur la pluviométrie qui est absolument, j'allais dire, que personne ne peut nier, avec des pluies d'une abondance et d'une violence extrême à certains moments. Moi, je viens d'avoir une pluviométrie de 120 mm en 3 heures sur mon exploitation la semaine dernière. Effectivement, je n'ai pas fait le compte, mais je pense que si j'avais stocké 20 ou 30% de ce qui est passé, j'ai de quoi irriguer chez moi pendant une vingtaine d'années. Mais donc... On a cette controverse, qui est une controverse finalement, qui est plus une controverse sur le système de production que sur la question de l'eau elle-même, dans lequel il faut qu'on ramène de la raison, un peu de rationnel. Et donc, on sait parfaitement, malgré les transformations, les changements que nous allons opérer, que nous avons besoin d'eau et nous aurons besoin d'eau pour de la culture maraîchère ou des choses comme ça. Comment est-ce que vous réagissez face à cette controverse et comment est-ce qu'on peut nous aider finalement à faire en sorte que l'on puisse quand même mettre en place des réserves d'eau qui nous permettent d'assurer de la production en été? Alors je pense qu'en fait sur cette question, donc dans un climat qui se réchauffe, comme je le disais, c'est un cycle de l'eau plus intense, plus variable, plus de saisons, plus d'événements, très humides et très secs. Donc compliqué pour l'ensemble des pratiques et pour la gestion de l'eau. Et en fait, on n'a pas la capacité à limiter par le stockage le risque d'inondation. Plus on a de l'eau en surface, plus on a aussi de la place pour des pathogènes, par exemple, ou des vecteurs de maladies. Donc en fait, l'approche santé complète est importante dans ce contexte-là. L'eau des nappes, en fait, elle est filtrée, elle n'est pas exposée à la surface, donc elle ne pose pas les mêmes questions sanitaires de ce type-là. Et un aspect important, c'est d'avoir une approche, on va dire, rationnelle, scientifique, et notamment en ayant une trajectoire de référence pour l'adaptation. C'est ce sur quoi le gouvernement a travaillé, c'est pas abouti, mais avoir cette trajectoire-là et se dire, voilà, sur la base des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on est parti pour dépasser un niveau de réchauffement d'1,5 degré dans le monde en 2030, 2 degrés en 2050. Ça veut dire pour la France, plus de 2,5 degrés en 2030, proche de 3 degrés en 2050. C'est supérieur à la moyenne planétaire. Qu'est-ce que ça veut dire sur la probabilité d'occurrence, la fréquence, l'intensité des sécheresses agricoles, des vagues de chaleur, des pluies extrêmes, des événements les plus rares? Et donc, si on investit sur un système, par exemple, de stockage d'eau en surface, puisque c'est de ça qu'on parle, est-ce qu'il sera viable? Et ce qui est intéressant, c'est regarder le retour d'expérience d'autres régions du monde. Le Chili, climat méditerranéen, qui a fait face aussi à une baisse de la pluviométrie, une augmentation des sécheresses. Le Maroc, l'Espagne. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que, oui, à court terme, du stockage d'eau, ça peut permettre de renforcer la résilience dans certains systèmes, pas partout. Mais lorsqu'on a des sécheresses persistantes, puisqu'on n'a rien fait d'autre, eh bien, en fait, ça expose notamment les exploitants à des décisions brutales. Pas d'eau pour l'irrigation, plus rien, plus de revenus.
et du coup, en fait, à des risques encore plus lourds. Donc, du coup, ce retour d'expérience, je pense qu'il est vraiment intéressant. Et je ne sais pas si vous coopérez avec d'autres formes de coopératives dans ces régions de climat méditerranéen qui finalement sont exposées à des risques Bien sûr. similaires et parfois un peu en avance par rapport à nous. Non, mais bien sûr, on le Mm. voit. Enfin, l'Espagne aujourd'hui. Mm. euh, Donc il y a l'enjeu aussi Vas-y, de solutions à court terme qui vont maintenir les mêmes pratiques, verrouiller parfois les mêmes pratiques, et du coup qui se révèlent être une forme de maladaptation parce qu'elles n'ont pas suffisamment engagé les Non, transformations mais plus profondes. ça ne peut pas être que ça. C'est c'est Voilà. le message. Sur un des propos que vous avez tenus ce soir, c'est celui, et on le partage, la priorité est l'alimentation. Oui. C'est déjà un enjeu si on n'avait que ça à résoudre comme enjeu dans l'avenir, mais c'est le prioritaire et ça, on le partage. Néanmoins, la place que doit avoir l'agriculture dans la transformation du modèle économique de notre territoire, c'est celui de contribuer en termes de biomasse pour les différents enjeux énergétiques, industriels et même parfois territoriaux. C'est quand même une équation qui va être difficile à tenir parce qu'en fait, il y a une expression dans le monde agricole qui dit qu'un sol qui vit, c'est un sol qui produit. Oui. Il doit être le plus vivant possible, il doit être couvert le plus longtemps possible. Donc ça va, la photosynthèse va nous aider et on peut travailler sur ces questions-là. Vous évoquiez tout à l'heure le risque quand même de réussir ce double enjeu que l'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Alors que la situation devient plus compliquée, on doit résoudre ces deux problèmes en même temps. Quel est votre point de vue sur ce point d'équilibre qui est à trouver et que vous mettiez en avant comme compliqué tout à l'heure? En fait, j'avais envie de réagir sur un autre angle qui était finalement dans le système alimentaire, dans tous les acteurs du système alimentaire. Par rapport à d'autres secteurs d'activité, il y a parfois plus de freins. Plus de freins justement par rapport à ces transformations. Et ça demande à réfléchir. Comment en fait identifier ces freins, ces obstacles? Vous avez parlé des financements, vous avez parlé des pratiques, du besoin de recherche, de développement, d'expérimentation. Comment faire en sorte de lever ces freins pour que justement ce système alimentaire puisse évoluer pour être plus résilient, c'est critique, je l'ai déjà dit, plus juste, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs, et enfin qui contribue à la neutralité carbone. Et je veux terminer sur ce volet-là. Donc, le premier facteur du réchauffement à venir, c'est le cumul des émissions de CO2 fossiles, déforestation dans le monde. La condition clé pour limiter le réchauffement, arriver à le stabiliser, c'est d'atteindre des émissions de CO2 dues aux activités humaines mondiales à zéro net. Même chose pour la France. Certains secteurs vont être très difficiles à décarboner. Certains aspects de production alimentaire, engrais, élevage, certaines pratiques industrielles, industries lourdes, le transport aérien ou maritime, ça va être compliqué aussi. Et donc, la capacité à augmenter le stockage de carbone, elle va être essentielle pour parvenir justement à contrebalancer compenser le résiduel. Et du coup, ça demande d'être mieux capable, je pense, de suivre le stockage de carbone avec des diagnostics dans la durée, en fonction des pratiques, en fonction des contextes. Ça, c'est un enjeu important. Et même sur les inventaires d'émissions, on voit que la capacité à suivre ce qu'impliquent les différentes pratiques, y compris agricoles, sur les émissions et sur le stockage de carbone, c'est un des enjeux majeurs pour améliorer en fait ce dispositif de transparence, de suivi simplement sur les inventaires d'émissions. Et ça, je pense que ça va être aussi peut-être un enjeu majeur sur le fait de pouvoir démontrer la capacité à stocker du carbone. Je pense que ce sera un vecteur de la capacité à attirer des financements. On voit bien les initiatives, les labels bas carbone qui se développent. Leur crédibilité, elle va être conditionnée à la capacité de le mesurer. Et aujourd'hui, on a encore des mécanismes où, quand vous émettez des gaz à effet de serre dans un secteur, vous faites semblant d'acheter des crédits carbone. Le système actuel de crédit carbone a peu de valeur, tel qu'il fonctionne dans le monde actuel. Mettre sur le marché des crédits carbone fiables, mesurés, suivis, ça peut aussi permettre de débloquer des ressources par rapport à la recherche d'actions de contrebalancer des émissions résiduelles, mais à condition que ce soit mesuré, transparent et vérifiable. Un des vecteurs pour valoriser les meilleures pratiques. Dans ce qu'on se dit depuis presque une heure,
on a beaucoup parlé de ce qu'étaient les différents enjeux autour de la production de la biomasse. Oui. Nous allons être amenés à hiérarchiser quelque part nos priorités et à créer du consensus finalement autour de l'utilisation de cette biomasse, parce que finalement c'est de ça dont tout va dépendre. Alors, le gouvernement a présenté il y a, dans l'année 2023, c'est son objectif de planification, une trajectoire de planification écologique déclinée par territoire. Oui. Est-ce que vous pensez que cette approche et cette vision finalement de la répartition de la biomasse est la bonne, et est-ce que vous soutenez cette initiative? Je pense qu'il y a besoin d'une approche, on va dire, en tout cas d'un calcul partagé, trajectoire anticipée au niveau européen, au niveau national, et puis ensuite, concrètement, hein, quelle déclinaison territoriale. Donc on peut avoir l'approche dans un premier temps de planification, un peu théorique, et ensuite il y a le besoin de croiser ça avec la plausibilité, la faisabilité, le potentiel réel dans les différents territoires, et ça va être essentiel. Et je ne sais pas à quel point vous avez été impliqué dans une approche de co-construction. Moi, ce qui m'a frappé, c'est sur, par exemple, les COP État-région qui ont été mises en œuvre. Oui. Les groupes régionaux d'experts climat n'ont pas été complètement associés, alors que parmi eux, il y a des spécialistes aussi, en fait, de la biomasse, des pratiques agronomiques et aussi de l'évaluation du potentiel. Donc, je pense que ce sont des points qui méritent une attention approfondie pour qu'on n'ait pas, en fait, des trajectoires hors sol, et que les tests en fait de faisabilité, de plausibilité, y compris des acteurs des territoires, soient bien intégrés à l'évaluation. Alors, on a fait partie justement de ces travaux-là. On est interpellé régulièrement par ces services-là de l'État, Oui. où ils sont. Je l'ai été étonné, mais j'ai peut-être pas une expérience suffisamment importante sur la question, mais j'ai été étonné à quel point ils voulaient vérifier que, entre la théorie nécessaire dans un premier temps, si nous, praticiens, on validait ou non certains des écarts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'une validation, en fait, que les axes qui sont en train de dessiner sont bien ceux que nous serons capables de mettre en place. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ce qui a été fait dans d'autres filières. Par exemple, les filières industrielles, les feuilles de route de décarbonation, ça a été des co-constructions. Oui. Et ça a plutôt bien fonctionné, à condition de débloquer, bien sûr, les moyens. Voilà, encore une fois, sur des sites centralisés, c'est plus facile que sur des choses distribuées. Mais je vous rejoins effectivement. C'est assez étonnant la capacité que nous avons eue collectivement de nous mettre autour de la table sur un enjeu qu'on voyait majeur en face de nous. De manière naturelle, on a plutôt tendance à s'en échapper pour éviter d'avoir à l'affronter. Mais là, collectivement, à l'intérieur des filières, nous avons su nous mettre vraiment autour d'une table et se mettre des objectifs et des leviers qui nous semblaient être réalisables dans le temps qui nous était donné. Maintenant, c'est le fruit de ces 2 années de travail que l'on vient de terminer. On rentre dans une nouvelle phase qui est celle de justement l'opérationnalisation, en fait. Exactement. Est-ce qu'on sera toujours dans la théorie ou est-ce qu'on va passer à un acte? Et pour ça, encore une fois, les moyens nous permettront de mesurer ce qu'on est capable réellement de faire. Oui, moi je veux souligner aussi, donc on parlait de la biomasse, mais la biomasse, elle peut avoir différents usages. Un des usages, c'est par exemple la production de biogaz. Et il y a maintenant des technologies qui existent, je pense à l'Université de Reims, soutenue par la région Grand Est, qui permet de suivre sur des méthaniseurs le taux de fuite de méthane et justement de valoriser les meilleures pratiques, d'éviter des fuites lors des arrêts remises en route. Et ce côté-là est important pour apporter des éléments factuels sur le cycle de vie et montrer en fait voilà ce que permettent différents usages de la biomasse. Sur un sujet un peu similaire, d'ailleurs, certains secteurs industriels misent beaucoup sur la capacité à capter et stocker du carbone, pas uniquement dans les sols, mais sur des sites industriels et enfouir dans des anciens gisements fossiles, par exemple. Et le Haut Conseil pour le climat avait été sollicité l'automne dernier pour faire une évaluation de ce qui est plausible. Voilà, donc je pense que ce côté-là est vraiment important. Et construire collectivement des visions de trajectoire qui soient plausibles. Et puis ensuite, le deuxième enjeu, c'est pour qu'elles se réalisent, c'est faire en sorte de débloquer les freins et de rendre des financements accessibles. Peut-être, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la question de notre viticultrice, Bénédicte Bonnet. Je vous propose d'entendre sa question et peut-être d'y répondre. Alors, je sais, pour connaître
le sujet que vous avez sans doute déjà abordé un point Oui. qu'elle a posé comme question, mais sa question a vraiment trait à son statut d'agricultrice et l'avenir de ses vignes. Je vous laisse l'écouter. Bonjour Madame Delmotte, je suis viticultrice dans le sud de la Bourgogne, en Côte-Chalonnaise, et suis adhérente à la cave coopérative des vignerons de Buxy. La vigne est particulièrement concernée par le changement climatique. La carte de la viticulture semble évoluer d'année en année, et je voudrais savoir quelles observations avez-vous pu faire et quelles conclusions en tirer pour l'avenir de nos métiers. Merci. Oui, et en fait, les dates de vendange de Bourgogne sont rentrées dans les rapports du GIEC comme un des marqueurs biologiques en fait d'un climat qui change, avec des données historiques qu'on a sur plus de 800 ans, et puis le décalage des vendanges de plus en plus précoces, qui sont un des témoins en fait de ce climat qui change et qui affecte tout le cycle de la vigne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les zones de viticulture, c'est dans une bande très particulière de conditions climatiques qui se déplacent et qui fait face à une augmentation notamment des extrêmes chauds, des sécheresses, qui affectent, ou d'exposition au gel tardif, qui affectent de manière collective finalement tout le travail des exploitants. Il me semble que c'est le secteur de la viticulture qui a été aux avant-postes de la prise vraiment en compte des enjeux climat dans l'évolution des pratiques pour travailler sur la qualité des vins, sur le taux d'alcool des vins, en faisant évoluer les cépages, en faisant évoluer la manière de vendanger, de récolter. Mais je sais qu'il y a aussi cet enjeu lié aux aires climatiques qui se déplacent, 100 km tous les 10 ans, et tout le travail qui a été fait sur les climats de Bourgogne, les terroirs, qui est compliqué avec ce climat qui se réchauffe. Donc il y a des techniques qui permettent peut-être d'ombrer un peu plus les vignes et qui peuvent être intéressantes pour finalement préserver la qualité des vins, même avec ce climat qui change. Il y a aussi en fait de nouvelles zones qui peuvent être propices à des activités viticoles et qui posent aussi la question justement de un climat qui change vite et puis comment nos pratiques peuvent suivre sur ces enjeux-là. Et tout à l'heure, on parlait de l'empreinte carbone de l'alimentation. Ça tient beaucoup en fait du fait de l'empreinte de l'élevage aux produits carnés, aux produits laitiers. Le deuxième facteur qui pèse le plus, en fait, c'est toutes les boissons, et notamment avec les bouteilles et le poids en fait de ce qui est transporté. Et je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont également faites pour essayer d'alléger les bouteilles, pour essayer de transporter en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur-là. J'avais eu l'occasion d'échanger avec des viticulteurs et des coopératives en Bourgogne qui justement essayaient d'innover pour contribuer en fait à faire une offre responsable par rapport à cela. Et on voit que ça touche à des choses culturelles profondes. Oui, et de reconnaissance aussi, puisque des terroirs bougent ou évoluent, Oui. il y a aussi des appellations qui sont effectivement touchées aussi au cœur de ce qu'elles sont capables de produire, y compris d'un point de vue gustatif. Et puis, ce que j'avais entendu aussi en échangeant avec les viticulteurs de Bourgogne, c'est la difficulté par rapport à l'évolution des pratiques de consommation, notamment des plus jeunes, qui n'ont pas forcément un palais qui, avec la consommation de soda ou de boissons sucrées, leur permet d'apprécier des vins avec beaucoup de qualité aromatique. Et donc, il y a aussi en fait comment faire évoluer les pratiques de production par rapport à une demande qui change. Oui. Et notamment sur la partie vin, c'est un enjeu qui est particulièrement important. C'est une question très importante chez les vitis. Vous abordez justement cette question qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il y a nos pratiques, il y a nos façons de faire, mais il y a aussi la façon de consommer et la façon dont les gens appréhendent en fait leur impact. Comment, avec une bonne ou une mauvaise consommation, je rends la planète plus vivable. Quelle est votre approche sur cette question-là? Comment on peut accompagner? Parce que, non mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'était très intéressant, c'est-à-dire que les efforts de décarbonation faits par la France sont en fait contraints à côté par une importation de produits qui restent carbonés. Donc si c'est pour faire ça, on n'a pas résolu le problème. Mais alors justement, comment on fait prendre en conscience qu'il est important de consommer de cette manière-là, parce que
Sinon, nous, on va perdre d'une certaine manière nos parts de marché, elles vont être prises par d'autres et on n'aura pas résolu le problème. Oui, et vous avez raison, c'est un enjeu majeur. Et en fait, c'est assez frappant de voir à quel point la gastronomie fait partie de la culture française, à quel point ça prend de la place dans nos vies quotidiennes, dans le plaisir qu'on peut avoir, et aussi, par exemple, dans les émissions de télévision qui mettent en avant, en fait, hein, la manière de cuisiner. Et je pense qu'en fait, il y a une occasion manquée. On a assez peu, en fait, de cadres, par exemple, d'émissions de télévision de cuisine, qui réfléchissent à l'évolution de notre alimentation dans le temps. Comment on mangeait il y a 100 ans, il y a 50 ans, comment on mange aujourd'hui, ça a été profondément transformé. On peut aussi regarder un petit peu en arrière quelles étaient les meilleures pratiques avec plus de légumineuses, une alimentation saine qui valorisait les produits de chaque territoire. Ça peut être intéressant de regarder un peu en arrière, regarder un peu ailleurs dans le monde en fait, et puis de valoriser justement des pratiques de cuisine à partir des produits français, par exemple, en recréant ce lien entre les producteurs et les consommateurs. En gardant le plaisir. Mais justement, c'est comment on fait mieux, comment on fait autrement, comment on fait découvrir des goûts. Ce côté-là est extrêmement important. On a eu Thierry Marx Oui. à ces entretiens, donc c'est une question qu'on pourra lui renvoyer aussi, puisqu'il fait quelques émissions de cuisine. Je trouve que Il l'idée est travaille beaucoup avec les intéressante. chefs, Ouais, hein, et ouais. notamment comment on a une alimentation plus végétale, mais goûteuse, en valorisant les meilleurs produits. Donc ça, c'est aussi intéressant, le fait d'engager cette réflexion, y compris avec ceux qui sont influents par rapport aux pratiques de cuisine. Peut-être je vous propose de passer aux questions du chat, puisqu'on en a quelques-unes qui sont arrivées. Donc quelques-unes qui concernent le mouvement et la colère des agriculteurs et leur défiance vis-à-vis des normes environnementales. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez et qui vous inquiète? Peut-être une question qui est un petit peu en marge de ça, mais est-ce que vous l'entendez comme étant quelque chose de, voilà, un pas en arrière, ou plutôt une nouvelle façon de leur présenter ou d'aborder les choses? Alors moi, je pense que, en fait, quand on a un mouvement de colère aussi profond, ça veut dire que le secteur n'a pas été entendu, n'a pas été accompagné, qu'il y a un sentiment d'injustice qui est particulièrement fort et que le cadre habituel de la vie ensemble ne permet pas de résoudre. Et on est dans un fonctionnement démocratique qui fonctionne pas bien. Enfin, il suffit de regarder autour de nous pour s'en rendre compte, et c'en est un marqueur. Ce que j'ai aussi noté, c'est que finalement, le résultat de cette colère, eh bien, ça a été un recul de certaines actions publiques liées à l'environnement, hein, c'est un fait. Mais les réponses qui ont été apportées, eh bien, elles ne vont pas protéger les agriculteurs des effets d'un climat qui change, pas forcément mieux, et elles ne vont pas aider aux transformations de pratiques. Au contraire, ça freine cette transformation. Et je pense aussi que ça ne règle pas les problèmes majeurs socio-économiques liés au partage de valeur, parce qu'il y a cette énorme hétérogénéité en fait des exploitants agricoles, et ceux qui ont des revenus très contraints sont complètement coincés, et ce n'est pas certain que ce qui a été mis en œuvre leur permettra de mieux se projeter. Ce que j'ai aussi compris, c'est que dans le monde agricole, il y a une impression de profonde injustice par rapport au regard que la société pose sur le métier. Un métier, comme on l'a dit, qui est en première ligne sur les risques climatiques, les risques de transition, et qui est en permanence critiqué alors qu'il a fait évoluer ses pratiques dans le temps. Et une grande inquiétude sur le renouvellement des générations. Et peut-être c'est un point essentiel, ce point-là. Comment on rend accessible la reprise des exploitations, puisque je crois que c'est 1 sur 2 sur cette décennie qui fait l'objet de départ en retraite, et avec cette question de reprise. Dans mes proches, j'ai des gens qui ont été des exploitants agricoles et qui voient en fait des exploitations qui ne trouvent pas de repreneurs. Et pour eux, c'est une des choses, je pense, les plus difficiles à vivre. Comment vous agiriez aujourd'hui pour réconcilier justement la société et les consommateurs d'une certaine façon avec finalement l'exigence qu'ils ont du contenu de leur assiette et les pratiques agricoles en amont qui sont nécessaires dans la production, d'avoir des élevages, etc. Et notamment par rapport à une société qui s'est
considérablement urbanisé. C'est-à-dire Oui, que le contexte dans lequel on réfléchit ou on agit aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de faire des retours en arrière pour regarder ce qu'on a fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. En revanche, une chose qui est devant nous, c'est que cette société, elle a aussi considérablement évolué par rapport à son urbanisation. Donc, et en quoi enfin, ça représente aujourd'hui une difficulté dans la compréhension entre la société, son agriculture et son alimentation. Et comment est-ce qu'on pourrait réconcilier ça? c'est très frappant de voir les enquêtes qui sont faites auprès des plus jeunes où ils arrivent à reconnaître je ne sais pas combien de logos de marques différentes et puis pas les légumes, par exemple. Oui. Voilà, c'est très frappant. Et donc là, en fait, il y a vraiment un besoin, je pense, de trouver des occasions de rendre plus visible ce qu'est la production alimentaire. Il y a parfois des choses à petite échelle qui peuvent se faire, simplement des potagers dans des écoles, ne serait-ce que ça, des visites de ferme, pour permettre de montrer, en tout cas, de rendre visible. Donc une éducation précoce. Exactement. Une éducation. Il y a aussi en fait toute l'approche de ce qu'on prépare et de ce qu'on cuisine, avec notamment dans les gens en ville qui ont tendance à acheter des produits préparés, passer assez peu de temps, plus de restauration collective, passer moins de temps en fait à aller chercher des produits de saison et les préparer eux-mêmes. Voilà, il y a aussi ce côté-là, et donc ça revient sur ce que je disais, c'est-à-dire comment on valorise voilà, différentes pratiques de cuisine, où on prend quelques produits simples et on en fait quelque chose de délicieux. Est-ce que vous pensez que le côté-là me temps, semble important. est-ce que vous pensez que le temps du repas dans la cantine, enfin à la cantine pendant la période scolaire, doit aussi être un lieu finalement ou un moment d'éducation et de formation? J'ai vu des excellents projets, exactement dans cet esprit-là, avec des chefs, avec des exploitants agricoles. J'ai vu des projets récemment d'éco-délégués dans des collèges qui se posent la question de « Ah tiens, le gaspillage à la cantine, pourquoi est-ce qu'on jette autant ?» Mais en fait, on jette autant parce que ça ne correspond pas au goût. Et puis, mais si on jette, c'est le travail de quelqu'un, mais qui produit ce qu'on consomme à la cantine, et du coup qui reprennent en fait une réflexion sur le système alimentaire en se disant comment on fait mieux correspondre ce qui est produit localement avec un lien plus direct avec les goûts. Et ça pose aussi la question de comment on peut faire évoluer des goûts en goûtant, en expérimentant autre chose, en accompagnant. Et c'est pas du tout simple, et c'est aussi un enjeu extrêmement important de santé. En fait, une alimentation ultra transformée, c'est un problème de santé publique. Et donc, ces trois dimensions-là, c'est-à-dire l'alimentation, l'agriculture et la santé, comment on peut mieux l'articuler, c'est vraiment, je pense, un enjeu extrêmement important. Une autre Le question. tourisme périurbain, je pense. Le développement du tourisme Bien doux sûr. en périurbain, l'accueil dans les exploitations, le fait de rendre accessibles des parcours à vélo, par exemple, près des villes, qui permettent de visiter, de rencontrer les exploitations, ça me semble aussi une opportunité qui n'est pas complètement prise à D'ailleurs, bras-le-corps en Île-de-France, mais qui est prise ouais. dans d'autres territoires. À notre niveau, enfin sur nos territoires, on Ouais. parle d'agriculture périurbaine à Voilà, exactement. certains endroits. Absolument. Alors l'agriculture urbaine, c'est compliqué. Moi, j'ai vu en fait les évaluations qui sont faites, par Je suis exemple, d'accord. pour le groupe régional d'experts climat avec la ville de Paris. La qualité des sols est un vrai enjeu. C'est un peu une utopie. Et puis surtout, là, on a parfois des sols Ouais, qui oui, peuvent bien être sûr. pollués, donc qui posent des vraies difficultés d'assurer comment dire, la sécurité Ouais, oui, alimentaire. bien sûr. La- Tout voilà. simplement. Bien sûr. Voilà. Mais le fait de reprendre contact avec Oui. ce qu'est la production C'est agricole, de même si l'éducation. c'est de la démonstration, C'est de l'éducation. bien sûr. c'est repenser à la manière dont on produit l'alimentation. Dans votre propos, il y a quand même une grande partie sur l'éducation alimentaire. Oui, C'est un programme qui n'existe pas Non. à l'école. exactement. Et on voit bien quand même Nutrition, santé, alimentation. Ouais. Oui. Et qui doit peut-être y avoir en parallèle de nos propres actions qui sont à mener et à construire, peut-être quelque chose à imaginer de cette sorte, quoi. Savoir Oui. ce qu'on mange, pourquoi on le mange, comment ça se produit. Et qu'est-ce que ça fait pour notre santé? Et en fait, Et pour la planète. Et en fait, on le retrouve dans beaucoup d'aspects par rapport au changement climatique. Donc, plus de mobilité active, vivre en meilleure santé, améliorer la qualité de l'air avec d'autres mobilités, le confort thermique en hiver, en été, dans les logements, les lieux où on travaille, c'est aussi des enjeux de santé publique. Et pourtant, c'est pris en silo. C'est pas pensé comme une action d'ensemble en termes de santé publique. Et je pense que ça, c'est aussi motivant. C'est aussi motivant parce qu'il y a le retour sur l'évolution des pratiques pour sa propre santé. Il y a du sens. Oui, exactement. Encore une question sur le sujet de la consommation, donc plutôt un consommateur ou une consommatrice peut-être qui nous demande que devons-nous changer dans nos assiettes
pour être moteur de cette transformation? Est-ce que vous avez une réponse simple? Parce que c'est sans doute compliqué et sans doute individuel, mais au regard du régime alimentaire, est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors souvent, il y a une incompréhension de ce qui pèse le plus sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est un seul volet parmi d'autres. Et souvent, les gens pensent que c'est le transport qui pèse le plus, alors que c'est de l'ordre de 6 à 15% de l'empreinte carbone de l'alimentation. Donc ce qui pèse le plus, c'est notamment toutes les protéines d'origine animale, notamment parce qu'il y a du méthane émis associé aux activités d'élevage. Mais les pratiques, par exemple, polyculture-élevage, l'élevage sur herbe, avec le stockage de carbone dans les prairies, les pratiques, en fait, élevage laitier et ensuite commercialisation de la viande, c'est ce qui sont les meilleures pratiques. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on achète de la viande ou des produits laitiers, on n'a pas d'informations sur les pratiques, les meilleures pratiques qui sont associées. Donc le consommateur, il opère en aveugle, en fait, sur ces enjeux-là. Donc plus de protéines végétales, c'est quelque chose qui est intéressant, par exemple avec les légumineuses des différents territoires français qui peuvent être valorisées. Les produits de saison qui sont plus nutritifs en fait. Voilà, ça fait aussi partie des points importants qu'on peut souligner. L'ADEME a mis en place un petit calculateur qui s'appelle Nos gestes climat, qui permet de regarder à l'angle des différents secteurs et notamment de l'alimentation pour juste avoir un diagnostic et se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer dans ces pratiques. Donc moi, je note aussi de la transparence, en tout cas de l'information qui n'est pas disponible aujourd'hui. Et vous avez peut-être, vous, des informations, parce qu'il y a ce système aussi Agribalise qui permet de tracer en fait l'empreinte carbone de différentes productions de manière assez précise en France. Et donc peut-être vous avez aussi travaillé, vous, sur peut-être une information pour les consommateurs des différents produits. Non, mais ça fait, qui peut être pertinente. Non, mais ça fait partie de nos réflexions aujourd'hui. D'abord, d'avoir cette information pour nous, par rapport à notre action de décarbonation, et puis ensuite, effectivement, pour informer et le valoriser quelque part dans la qualité de notre produit. Parce que parfois, ce qui revient, c'est l'idée d'avoir un genre de Nutri-Score environnemental. C'est-à-dire quelque chose qui donne au consommateur un signal de voilà, qu'est-ce qui est meilleur pour la santé, qu'est-ce qui est meilleur pour l'environnement. Pas évident, parce qu'en fait, une seule mesure, elle n'est pas parfaite par rapport à différentes dimensions. Moi, j'ai parlé juste de l'empreinte carbone, mais il y a l'utilisation d'eau, l'utilisation d'intrants qui sont hétérogènes selon les produits. Donc, comment on pondère pour certains aspects, il y a parfois des produits importés pour l'alimentation qui peuvent contribuer à des changements d'usage des terres ailleurs ou de la déforestation. Comment on en tient compte, c'est pas du tout évident. C'est aussi un enjeu. Bien sûr. Manger simple n'est pas si simple alors. Alors moi, je l'ai réglé en essayant de trouver sur des marchés les circuits les plus courts possibles et puis en créant du lien avec les producteurs. Je pense que ça, c'est plus difficile en Île-de-France. Dans d'autres régions, c'est tout à fait faisable. Le lien et le respect. Parce que derrière mon propos, c'était le fait de dire que, et vous l'évoquiez dans votre propos, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, c'est une alimentation simple, on va dire, dans sa composition variée. Mais pour pouvoir réussir à atteindre une communication auprès du consommateur la plus pertinente possible pour l'aider en fait dans ses choix, et ben c'est tout un enchevêtrement de mise en pratique qui sont quand même lourdes, assez difficiles techniquement à mettre en place. Et souvent véhiculées avec un angle trop ci, trop ça. Donc, négatif. Voilà. Et comment, au contraire, on trouve de l'inspiration dans les choses qui ont du goût en plus. C'est-à-dire la motivation, elle vient aussi avec le plaisir. Une question qui arrive en février dernier. Eric Orsena et Julien de Normandie ont appelé dans leur livre à la mise en place d'un pacte de confiance avec les agriculteurs. Selon vous, est-ce une réponse à la situation actuelle et que pourrions-nous mettre derrière ce pacte? Donc on est bien dans la relation avec effectivement agriculteurs-consommateurs. Oui, donc ça fait partie des points qu'on a abordés en filigrane. Et moi, ce que j'ai essayé de souligner, moi je suis scientifique de formation, je peux pas. Les scientifiques, ils ont toujours l'obsession des données, c'est un fait. Et donc justement, la transparence sur l'information qui est donnée au consommateur, celui qui souhaite la trouver, c'est un point qui me semble important, en fait, dans ce pacte de confiance. Et notamment la capacité à montrer les meilleures pratiques, les faire évoluer, c'est un point important.
Peut-être un autre point un peu plus financier. Enfin, on a abordé le sujet du financement de la transformation. Ce que j'ai ici, c'est que on a parlé d'investissement. Il y a évidemment des investissements productifs sur lesquels on obtient assez vite un retour sur investissement. Il y a des investissements non productifs sur lesquels on n'obtiendra jamais de retour sur investissement. Et quand on regarde l'impact que ça peut avoir sur la valeur de l'alimentation, il y a des chiffres qui traînent. Je ne sais pas si vous avez une donnée dessus. C'est quel est de combien ça renchérirait le prix de l'alimentation, ces investissements non productifs. Moi, j'ai vu passer quelques chiffres de l'ordre de 25 à 30%. Comment est-ce qu'on rend ça 4%. acceptable? 4% par an, jusqu'à l'horizon 2030. Comment est-ce qu'on rend ça acceptable? Et en fait, on voit bien qu'on ne peut pas le prendre que par l'angle alimentation. Ce qui contraint les dépenses des ménages, c'est le coût du logement, c'est le coût de l'énergie, c'est l'arbitrage loisir-alimentation souvent. Et donc, c'est une vision d'ensemble. J'étais tout à l'heure à la réunion du Conseil national de lutte contre l'exclusion, l'extrême pauvreté. Et ce qui montrait, c'était des analyses très intéressantes sur les revenus des ménages. Des analyses très fines et qui montrent, selon les territoires, selon les catégories sociales des gens, en fait, comment se font les arbitrages sur les budgets des ménages. Et il y aurait certainement des choses à travailler, notamment avec des sociologues qui travaillent sur ces enquêtes extrêmement détaillées pour voir justement qu'est-ce qui serait nécessaire pour débloquer ce petit pourcentage alloué en plus à l'alimentation qui permettrait d'accompagner les transformations. Et on voit bien que vous aviez souligné dans la planification écologique le fait de rentrer des critères de faisabilité avec vos compétences, vos connaissances. Et il me semble que sur cet enjeu-là, les dépenses des ménages finalement, comment utiliser ces connaissances, ces compétences des sociologues pour réfléchir à la manière d'aider à ces transformations, aussi des choix en fait, des choix des consommateurs. Des choix de consommation. Oui. Et justement, si vous me permettez, cette petite, je ne sais pas si je peux dire contradiction, mais en tout cas, c'est intéressant parce que quand vous disiez tout à l'heure que on pouvait se référer, prendre des références dans le passé pour regarder comment on consommait, dans le passé, les consommateurs consommaient 30% de leur budget à l'alimentation. Aujourd'hui, on est à 13%. Alors, effectivement, je pense que ce retour, vous avez parfaitement raison. Les autres dépenses, notamment contraintes aujourd'hui dans le budget des ménages, ont augmenté de manière colossale. De nouvelles dépenses sont apparues. Mais cette dépense, elle est aujourd'hui tombée à moins de 15%, parfois 13%. Et pour les plus jeunes, parfois moins de 10%. On a quand même aussi, je pense, inculqué. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas trop inculqué, qu'on n'inculque pas trop, que l'alimentation n'a pas de valeur? Et notamment par rapport à certains messages envoyés aujourd'hui, notamment par les grands distributeurs, qui prennent toujours en référence l'alimentation comme point de repère dans leur, j'allais dire, performance, et l'alimentation par le prix bas. Non, je partage pleinement ce qui a été dit. J'avais une autre question, en fait. Je suis tout à fait en phase avec vous. J'avais une autre question par rapport à ces investissements et non récupérables quelque part. Je me posais la question de la valeur foncière des exploitations agricoles. C'est-à-dire un exploitant agricole qui met en place des pratiques d'agroécologie, qui augmente le stockage de carbone, qui met en place des haies ou tout un ensemble de systèmes, qui met en place une optimisation de l'utilisation d'intrants, qui met en place, je sais pas, de l'agrivoltaïsme ou d'autres pratiques. Eh bien, est-ce que ça valorise son exploitation lors d'une éventuelle cession ? Et en fait, je pose cette question-là parce qu'on a la même sur les logements. Vous avez raison. Vous avez un logement. Oui, bien sûr. Si vous isolez votre logement, ça vous coûte beaucoup d'argent. C'est pas forcément rentable sur il y a des économies, bien sûr, de longues années. Mais par contre, ça renchérit la valeur foncière du bien. Qu'est-ce qui peut être envisagé pour justement valoriser la valeur foncière, la qualité des terres ? Je pense que c'est un vrai sujet et c'est peu pris en compte. Et on voit bien d'ailleurs avec, depuis des décennies, l'artificialisation des terres, l'urbanisation, la périurbanisation, elle se fait sans tenir compte de la qualité des terres. Alors que finalement, c'est ce qu'on devrait valoriser le plus en termes de production alimentaire. Donc ça montre l'importance de l'intégrer aussi sur des enjeux d'aménagement plus larges en fait. Peut-être avant de passer, on arrive à la fin de nos entretiens et de cet échange, mais avant de passer la parole à Dominique Chargé pour la conclusion,
J'ai une dernière question qu'on pose à chacun de nos invités et qui est la suivante, hein. Vous évoluez dans des cercles scientifiques internationaux et interdisciplinaires. Pour vous, qu'évoque le terme coopérer? Alors en fait, pour moi, coopérer, c'est une caractéristique du vivant. Moi, j'ai une formation de physicienne. Et ce que j'ai appris sur la coopération, c'est tout le travail de mes collègues qui travaillent sur les écosystèmes, la biodiversité, et qui décrivent la coopération comme un des aspects essentiels de ce qu'on apprend en étudiant le vivant. Et puis je pense aussi que la coopération, c'est ce qui va être essentiel pour faire face par rapport aux enjeux du changement climatique. Et l'angle de la justice climatique, il est important. On a des responsabilités différentes, historiques, actuelles, des capacités à agir différentes. On a des vulnérabilités face aux risques climatiques qui sont différentes. Et si on n'est pas capable de coopérer, avec un esprit aussi de fraternité, on risque d'avoir un monde qui sera extrêmement inéquitable. Merci beaucoup, chère Valérie Masson-Delmotte, pour vos éclairages, pour la qualité de votre expertise et de votre analyse. Je veux aussi remercier Marc pour sa participation, Florence pour son animation, et puis évidemment toute l'équipe qui, en coulisses, organise et permet cet échange avec vous. Et bien sûr, vous remercier, vous tous qui étiez connectés ce soir et qui avez fait le choix de ce qu'il y avait le mieux à regarder à l'heure où on se parle. L'objectif de nos entretiens, de ces entretiens, c'est de partager des réflexions essentielles pour éclairer notre compréhension sur les enjeux alimentaires et les enjeux agricoles qui, on voit bien, sont des facteurs extrêmement importants d'organisation et de façonnage de notre société et de son avenir. Le sujet du climat, pour nous les agriculteurs, qui sommes en première ligne, comme vous l'avez rappelé, c'est bien entendu un sujet majeur, déterminant. Et nos activités, l'avenir de nos exploitations, de nos élevages, sont totalement liés aujourd'hui à l'évolution et aux moyens que nous trouverons pour nous adapter. Alors, j'apprécie, on a particulièrement apprécié votre approche qui, bien que vous soyez une scientifique, j'allais pas dire malgré, j'allais dire malgré, mais non, bien que vous soyez une scientifique, c'est une approche assez pragmatique, assez concrète, ambitieuse pour tout ce qui concerne les actions apportées dans l'adaptation au changement climatique. Et en fait, ça nous laisse entrevoir qu'il existe un chemin pour y parvenir, à condition que nous en ayons bien sûr la volonté, la détermination, mais aussi quelque part les moyens. Je retiens prioritairement quelques points dans nos échanges. Vous avez dit, et je l'ai redit à l'instant, que l'activité agricole était l'activité en première ligne, concernée à la fois par les contraintes, enfin les contraintes du changement climatique, ses conséquences, mais également sur toutes les actions que nous avions à conduire, que la question de la production alimentaire était évidemment prioritaire et qu'elle n'était pas délocalisable au sens de l'exportation de nos émissions de carbone, et que la question aussi de l'accès à l'alimentation était aussi une question prioritaire et qui devait être aussi prise en charge, ou en tout cas accompagnée, devait être une action de l'État. Que nos actions transformatrices, bien qu'insuffisantes, étaient majeures et que nous devions être acteurs dans le choix de nos transformations pour assurer finalement la trajectoire sur laquelle nous souhaitons nous engager. Et que cet ensemble-là était la combinaison à la fois d'éléments techniques, d'éléments innovants, de sobriété, de mode de consommation, mais également de protection des écosystèmes. Et c'est, je pense, effectivement bien cet ensemble-là qui nous permettra d'avancer. Donc, vous l'avez compris, nos entretiens de Soden ont une grande importance dans notre démarche stratégique au sein de la coopération agricole, la démarche d'ouverture, comme le rappelait tout à l'heure Florence. Notre vision 2030, notre vision stratégique qu'on a appelée Vision 2030 s'articule autour de la construction d'un avenir alimentaire durable et équitable. Vous l'avez dit, coopérer, c'est l'équité, en accord avec nos valeurs fondamentales. Et votre intervention ce soir, vos éléments
de contributions nous ont permis d'enrichir notre réflexion et de renforcer notre détermination à être des acteurs clés de ce changement. Merci beaucoup pour cette soirée, cet échange. Merci Dominique, merci Marc, merci chère Valérie Masson-Delmotte pour ces échanges qui sont très stimulants et éclairants. Merci à vous qui nous avez suivis en ligne. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour la prochaine saison des entretiens de Sedaine qui porteront sur des sujets économiques et compétitivité, mais je suis sûre qu'on ne manquera pas de reparler décarbonation parce que ça a aussi un lien avec ces questions. Très bonne soirée à tous et toutes.